Chirac. Forcément, ce nom, tout le monde le connaît. C'est le nom d'un président, bien sûr, mais et si on oubliait l'homme politique, juste un instant? Si on se concentrait uniquement sur le nom, juste le mot, Chirac? Alors voilà la question qu'on va se poser. Et si ce nom, finalement, c'était bien plus qu'une simple étiquette? S'il était, en quelque sorte, un monument, ou même un fossile vivant, qui nous raconte une histoire bien plus ancienne, bien plus profonde que celle d'un seul homme. Parce que c'est exactement ça. Le nom Chirac, c'est un véritable artefact historique. Il porte en lui la mémoire de plus de 2000 ans d'histoire, des villas gallo-romaines jusqu'aux ors de la République. Ok, pour bien comprendre, il faut revenir à la base, vraiment. Chirac, aujourd'hui, c'est un patronyme. Mais attention, ça n'a pas toujours été un nom de famille. Non, à l'origine, c'était ce qu'on appelle un toponyme, c'est-à-dire tout simplement le nom d'un lieu, d'un lopin de terre. Et c'est précisément là que notre petite fouille archéologique commence. On va devoir remonter le temps, et pas qu'un peu, jusqu'à la Gaule romaine, carrément. Alors, le point de départ, la racine de tout, c'est un mot latin, cariacum. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'était le nom qu'on donnait à une grande propriété rurale, une villa gallo-romaine, qui appartenait à un certain Carius. Donc, à la base de la base, Cariacum, et plus tard Chirac, ça voulait juste dire le domaine de Carius. Et là, il se passe un truc fascinant, c'est l'évolution du son. Le suffixe latin acum, petit à petit, se transforme en ac. Et cette terminaison en ac, c'est une vraie signature. Une signature linguistique du sud de la France, du pays d'Oc. Rien qu'en entendant le nom, on sait d'où ça vient. La sonorité même du nom l'ancre dans cette région précise. Regardez-moi cette carte thermique. Elle est assez spectaculaire, non? Ce qu'elle nous montre, c'est que pendant des siècles et des siècles, les gens qui portaient le nom Chirac sont restés incroyablement fidèles à leur berceau d'origine. C'est une sorte de dorsale qui court sur le massif central, entre la Lozère, le Cantal et la Corrèze. On parle d'un enracinement millénaire, là. Mais l'histoire serait trop simple. Ça se complique un peu, évidemment. Parce qu'à l'intérieur de ce tout petit périmètre géographique, ce nom Chirac a en fait suivi deux trajectoires sociales complètement différentes. C'est assez fou. Une division sociale surprenante cachée dans un seul nom. Alors voilà le tableau. D'un côté, on a une lignée de ce qu'on appelle la noblesse d'épée, dans le Gévaudan, des chevaliers locaux, pour faire simple. Et de l'autre, tout autre chose. Une bourgeoisie républicaine qui vient du Limousin, une lignée d'artisans, puis de fonctionnaires, deux mondes que tout oppose, réunis sous un seul et même patronyme. Et cette dualité, elle est illustrée de manière brillante par les blasons. Regardez, à gauche, on a le blason de la terre d'origine, avec ses trois lions. Ça, c'est le symbole de la puissance féodale, la noblesse ancienne. Et à droite, les armoiries personnelles d'un certain Pierre Chirac. Lui, c'était un médecin qui a été anobli par Louis XV. Son aigle symbolise l'ascension par le mérite, par le savoir. Rien à voir. Et attention, la branche noble nous réserve une surprise, et pas des moindres. Le nom Chirac est directement lié à la légendaire bête du Gévaudan. Oui, au XVIIIe siècle, un certain Jacques Chirac était le major des milices locales, celle qui était chargée de chasser le monstre. Son nom est donc inscrit noir sur blanc dans l'un des plus grands mythes de l'histoire de France. C'est incroyable. Bon, maintenant, on change complètement de décor, on laisse de côté la noblesse, l'épée, la bête du Gévaudan, et on se tourne vers l'autre branche de la famille. Eux aussi ont leur propre épopée, mais c'est une autre histoire, celle de l'ascension sociale. Alors là, il y a un point qui est absolument crucial à comprendre. Souvent, on entend le mythe des maçons de la Creuse. Eh bien, les ancêtres du président n'étaient pas maçons, ils étaient menuisiers. Et la distinction, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que le menuisier, lui, il possédait un atelier, il avait un capital, au village, il avait un statut d'élite artisanale. C'était en fait le tremplin parfait pour la suite. Et cette ascension, la voici résumée en seulement 4 générations. C'est vertigineux. D'abord, Louis, le menuisier. Il utilise son petit capital pour que son fils, Abel, devienne instituteur. Ensuite, Abel, ce fameux hussard noir de la République, il pousse son propre fils, François, à entrer dans la haute administration. Et enfin, François ouvre la voie à son fils, Jacques, jusqu'à l'Élysée. C'est l'illustration parfaite, presque un cas d'école de la méritocratie républicaine. Allez, on arrive maintenant à l'époque contemporaine. Et c'est là que tous ces fils de l'histoire, ces deux destins, vont se rejoindre et se tisser autour de la figure qu'on connaît tous, Jacques Chirac. Et là, en fait capital que beaucoup de gens ignorent, Jacques Chirac et Georges Pompidou, eh oui, un autre président originaire du Massif central, étaient en fait cousins éloignés. Et ce n'est pas du tout un détail anecdotique. Ce lien ancestral, il a vraiment cimenté leur relation politique. C'était le mentor et son protégé, unis par ce même code culturel rural, cette même origine. Ce schéma, il est très parlant. Il montre comment Jacques Chirac, qui, je le rappelle, est né à Paris, a opéré une sorte d'opas symbolique sur son propre nom. Comment? En allant s'implanter politiquement en Corrèze.
Là-bas, il a consciemment réactivé toutes les mémoires attachées à ce nom, la terre, l'artisanat, pour en faire un atout politique majeur. Pour le dire simplement, il a transformé son patronyme en véritable programme politique. Son nom, avec sa consonance un peu rugueuse, très terrienne, ça lui servait de bouclier populaire, une sorte de protection contre l'image des élites parisiennes, qu'il fréquentait pourtant assidûment. Et voilà, on arrive à la conclusion de cette histoire. Le nom Chirac, c'est comme un palimpseste, ces parchemins sur lesquels on a écrit plusieurs fois. Derrière le technocrate, l'énarque parisien, il y a toujours la mémoire du menuisier de Sainte-Féréole. Et derrière le président de la République, il y a l'héritage lointain du milicien qui chassait la bête du Gévaudan. Au final, toute cette exploration nous rappelle une chose simple mais essentielle. Un nom, ce n'est jamais juste un mot. C'est une accumulation, une sédimentation d'histoire, de lieux, de destin. Et tout ça, ça nous amène forcément à une dernière question. Une question pour tout le monde. Quel secret notre propre nom pourrait-il bien cacher ?